Ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. La souveraineté, c'est le droit imprescriptible pour une personne ou pour un peuple de dire non. La souveraineté, c'est un absolu. L'indépendance, ça n'est pas un absolu. L'indépendance, c'est relatif. La vérité, c'est que cette question de l'indépendance, elle a été complètement abandonnée. Le système actuel tue la responsabilité politique. Donc, il tue la démocratie. Nous vivons pas une crise de la demande de politique, nous vivons une crise de la confiance dans la politique et dans les responsables politiques. Si je suis le bien, je n'ai pas de limite. Il ne peut pas y avoir de diplomatie si vous êtes dans le combat du bien contre le mal. Négocier, mais on ne va pas négocier avec l'agresseur, on ne va pas négocier avec le méchant, on ne va pas négocier avec le mal. Le bien ne négocie pas avec le mal. Et en fait, on en revient toujours à ça. Et la sortie d'une guerre, c'est soit j'anéantis l'adversaire, soit je négocie. Là, on ne peut pas anéantir l'adversaire. Et d'ailleurs, si par hasard on y arrivait, ce serait une catastrophe pour nous, et sans doute pour le monde. Encore pire, il y a quelque chose d'extraordinaire, ça ne marche jamais, pratiquement jamais, les sanctions, et on ne peut pas s'empêcher d'en faire pour montrer qu'on fait quelque chose. Beaucoup de gens qui ont promu le projet européen croyaient sans doute sincèrement à ce qu'ils disaient, mais tout ça s'est révélé faux. À chaque échec, on vous dit finalement on n'en a pas fait assez. Voilà, parce que la logique de cette construction est une logique fédérale, c'est une logique post-nationale qui ne s'appuie pas sur une vision réaliste de ce que sont les sociétés humaines et les hommes. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous avez été économiste, commissaire au plan, député également. Vous êtes un fin connaisseur des rouages du pouvoir. Vous avez été proche de Philippe Séguin et donc un des artisans de la campagne pour le non au référendum de Maastricht en 1992. Vous avez été aussi un des grands inspirateurs de la campagne de Jacques Chirac en 1995 sur la thématique de la fracture sociale. Vous êtes l'auteur de « À la 7e fois, les murailles tombèrent », dans lequel vous alertez sans langue de bois sur l'effondrement de notre société. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans la politique. Vous avez été au premier plan pour observer l'évolution de notre système. Comment, avec le recul, avez-vous vécu cette évolution ? Ça a été d'abord une expérience extraordinaire de se retrouver très souvent au cœur du pouvoir et en même temps une déception et une frustration croissante au fur et à mesure que passaient les années. Il y avait bien sûr dans le système des gens de très grande valeur, emploi système au sens où l'employé le général de Gaulle, c'est des gens de très grande valeur que j'ai beaucoup aimé, comme Charles Pasqua, Philippe Séguin. Moi, quand je suis rentré au RPR, il y avait encore des Debré, des Messmer, des Chaban, des Guichard, enfin, des personnages. Mais petit à petit, ils ont été submergés par une espèce de vague d'idéologie moderniste. Alors, il fallait faire moderne, il fallait faire nouveau, il fallait... en réalité, il fallait faire très conformiste par rapport au climat général. Et voilà, les idées pour lesquelles je m'étais engagé se sont retrouvées progressivement marginalisées. Alors, encore une fois, il y a eu des moments comme le combat de Maastricht ou même celui sur la campagne sur la fracture sociale. Même la campagne de Sarkozy en 2007 a été un moment où on a quand même... En tout cas, moi, j'ai pu, par discours interposé, dire des choses qui me paraissaient importantes. Mais dans l'ensemble, le bilan, au-delà de l'expérience personnelle, est très négatif. Oui. Vous avez cité justement, dans les grands personnages, les grands barons du gaullisme que vous avez rencontrés. Vous vous qualifiez de gaulliste. Qu'est-ce que ce mot signifie pour vous ? Moi, je ne suis pas le gardien du temple, je ne suis pas chargé, enfin, je ne me permets pas de définir un catéchisme du gaullisme, dont le général de Gaulle n'a d'ailleurs jamais voulu. Le gaullisme, pour moi, c'est une histoire, et gaulliste, celui pour qui cette histoire, qui commence le 18 juin 1940 et qui s'achève à la mort du général de Gaulle, cette histoire
Et gaulliste, celui pour qui cette histoire a un sens, c'est encore un sens, encore une signification. Et gaulliste, celui qui en tire une leçon, pour qui elle est une leçon de politique. Voilà, c'est après, il y a diverses catégories de gaullistes, puis après, il y a beaucoup de gens qui se prétendent gaullistes, mais pour qui cette histoire n'a aucune signification particulière. Et si j'avais à le définir, vraiment, j'emprunterais volontiers à Malraux sa définition. Il dit le gaullisme, c'est la force du nom dans l'histoire, du nom N-O-N. Voilà. Et il a dit plus loin, il a dit aussi le nom du 18 juin fait écho à celui de Jeanne d'Arc et à celui d'Antigone. Je crois que c'est l'idée de la politique comme expression de la volonté humaine dans l'histoire, hein, contre tout ce qui menace d'asservir un homme ou un peuple. Et ça peut paraître banal comme ça, mais en réalité, qui croit encore aujourd'hui sur la scène politique à la politique comme volonté humaine, expression de la volonté humaine dans l'histoire? Voilà, ça fait 40 ans que, à quelques exceptions près, nous vivons avec des responsables politiques qui, de droite, de gauche, du centre, considèrent qu'au fond, la politique n'a pas grand-chose à faire, ne peut pas faire grand-chose, et sinon se soumettre à des contraintes que les politiciens eux-mêmes rajoutent tous les jours. Voilà, j'ai l'impression tout le monde cherche un alibi pour ne pas agir et pour ne pas être responsable de quoi que ce soit. Donc la veille des élections, on va bouleverser le monde, on va changer le monde, la société, la vie. Et puis le lendemain, on répond aux gens qui vous disent « Et alors ?» On répond « Bah oui, mais j'y peux rien, ce n'est pas moi. » Et nous avons fabriqué collectivement, ou laisser fabriquer cette machine à dépolitiser l'économie et la société et à dénaturer le sens même du mot politique, enfin, tel que moi je le conçois. Et quand on vous écoute par rapport à la définition de Malraux que vous rappeliez, on a un peu l'impression que cet état d'esprit gaulliste a disparu finalement. C'est exactement Pourquoi, ça. d'après vous? Je n'ai pas d'explication. Je crois qu'il n'y en a pas à la succession ininterrompue dans l'histoire des idéologies dominantes qui écrivent l'histoire. Bon, j'en ai pas plus pour ça. C'est un constat. C'est un constat. Alors ça tient peut-être à la qualité des hommes. Ça tient à l'air du temps. Ça tient. Certains aussi que les hommes sont les hommes, pas seulement ceux qui sont au pouvoir, hein, les hommes en général ne réagissent pas de la même manière quand ils ont traversé des épreuves considérables, qu'ils ont relevé de grands défis. Bon, c'est quelqu'un c'est lui qui sort des tranchées, pas du tout, peut pas être le même que l'enfant des 30 Glorieuses qui a jamais vu la guerre. On pourrait dire la même chose pour la résistance, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique au point de m'engager sans jamais en faire mon métier, sauf à des moments très particuliers de mon histoire. Les générations qui à la fois faisaient encore la politique et fabriquaient leurs successeurs étaient des gens qui avaient, pour beaucoup d'entre eux, connu la résistance, la guerre. Ça fait des humains d'une autre trempe que ceux qui n'ont jamais connu les épreuves. Voilà, peut-être que les temps à venir vont reforger des caractères, mais à quel prix? On voit qu'il y a un véritable rejet des représentants politiques par une grande partie de la population. On a un peu l'impression que les gens se détournent du vote, n'en voient plus bien l'intérêt. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Oui, je comprends tout à fait ce sentiment. Maintenant, c'est une responsabilité, c'est en réalité, ça c'est le fruit d'une responsabilité partagée. Parce que les politiciens ne tombent pas du ciel. Voilà, ils ont été choisis, élus. Ce qu'ils ont fait, soit les gens l'ont approuvé, soit ils l'ont laissé faire.
Et on pourrait multiplier les exemples sur des choses qui nous choquent beaucoup aujourd'hui. Prenez le cas d'EDF, par exemple. On a réussi à détruire une entreprise extraordinaire. C'était une réussite fantastique, hein, de la politique, précisément. Et tout le monde a laissé faire. Non seulement tout le monde a laissé faire, mais la plupart des gens considéraient que chaque fois que les électriciens et les gaziers manifestaient ou faisaient grève, même quand ce n'était pas pour leur rémunération, quand c'était par exemple contre les directives européennes, contre le démantèlement d'EDF, contre la concurrence. La plupart des gens considéraient que ces soi-disant privilégiés ne devaient pas avoir droit à la parole. Voilà, et après, quelques décennies plus tard, les mêmes brandissaient leurs feuilles, leurs notes d'électricité, mais à la télévision. Quand même, les peuples ont aussi la politique qu'ils méritent. Voilà. Donc il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres, ceux qui ont décidé, mais nous tous, collectivement, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, toujours quelqu'un pour me dire « mais moi, je n'ai pas de responsabilité dans tout ça ». Non, chacun peut se dire ça, même ceux qui sont au pouvoir peuvent dire « ben oui, mais j'étais pas tout seul, j'étais dans un gouvernement, il y avait une majorité ». Bon. Mais chaque citoyen ne porte pas à lui tout seul le poids de toute l'histoire, mais chacun, avec les autres, a sa part de responsabilité. Voilà. Donc, la vérité est que nous avons collectivement laissé faire pendant des décennies, ce qui nous a amené à la situation actuelle. Voilà, moi, je me suis battu, je pourrais dire, finalement, je n'y suis pour rien. Je prends ma part de responsabilité comme les autres, puisque j'ai à la fois comme citoyen et à la fois comme personne qui a participé directement, parfois, ou indirectement au pouvoir. Voilà. Mais tout le monde, toute la société a sa part de responsabilité. Donc aujourd'hui, je comprends très bien que, vu le paysage politique, vu la manière dont on fait de la politique, vu la façon dont les responsables politiques agissent et pensent, ou plutôt le plus souvent ne pensent pas, les gens soient dégoûtés de la politique. Seulement, si on ne s'intéresse pas à la politique, je coutume de dire que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. Donc on peut très bien rester chez soi, on peut très bien ne pas voter, on peut très bien ne jamais manifester, on peut très bien ne jamais protester. Mais à ce moment-là, il faut s'attendre à ce que la politique elle vienne vous chercher. Est-ce que l'impuissance politique, l'espèce d'ineffectivité des alternances gauche-droite n'est pas liée au fait qu'on a abandonné notre souveraineté? Alors, je vais revenir sur le problème de la souveraineté, mais d'abord, la politique telle qu'elle est, nous avons encore une fois contribué à fabriquer son impuissance. Et je ne crois pas que les gens aujourd'hui veulent moins de politique. Ils veulent plus de politique, parce que la politique est le seul recours, a fortiori dans des sociétés en crise, dans des sociétés malades. C'est le seul recours, en réalité, le seul dernier recours des gens, du citoyen. Voilà, quand on n'a plus d'autres recours, on se tourne vers la politique. Il n'y a pas de société concevable sans de la politique, qui, à la fin des fins, décide et se dresse contre les déterminismes qui écrasent tout le monde. Donc, je ne pense pas que nous vivons pas une crise de la demande de politique, nous vivons une crise de la confiance dans la politique et dans les responsables politiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que ça tient? Est-ce que cette impuissance-là est peut-être traduite en termes de perte de souveraineté? Alors moi, je ne crois pas du tout qu'il faille raisonner de cette façon. Je pense qu'on emploie un peu à tort et à travers le mot souveraineté. La souveraineté est inaliénable au sens propre du mot. C'est-à-dire que qu'est-ce que la souveraineté? Ça me renvoie un peu à la définition d'ailleurs du gaullisme tout à l'heure. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est le droit imprescriptible pour une personne ou pour un peuple de dire non. À la fin, de dire non. Alors, ce non, il peut le mettre en danger. C'est le mot de
de Camus dans L'homme révolté. Qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit non. Qu'y a-t-il dans ce non? Vous avez franchi une limite. Et il dit, l'esclave peut dire ça à son maître. Il peut dire non quand il considère que vraiment on est allé il risque sa vie. Mais personne ne peut lui enlever le droit imprescriptible de dire non. Personne. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever à une personne, ni l'arracher à un peuple. Tant qu'un peuple ne disparaît pas, il peut toujours dire non. Et d'ailleurs, quand un peuple dit non, quelle que soit sa faiblesse, quel que soit son manque, quel que soit son manque de moyens, même à main nue, un peuple arrive toujours à se libérer de ses chaînes. Hein, je veux dire, on peut rester colonisé 100 ans, et le jour où les colonisés ou le colonisé dit non au colonisateur, la situation pour le colonisateur devient très vite intenable. Voilà, donc ça, on peut pas l'arracher. Je pense qu'il ne faut pas confondre la souveraineté avec les moyens d'exercer la souveraineté, et il ne faut pas la confondre non plus avec l'indépendance. La souveraineté, c'est un absolu. L'indépendance, ça n'est pas un absolu. L'indépendance, c'est relatif. La souveraineté, cette capacité à dire non et à assumer ce non avec tous les risques qu'il peut comporter, elle ne concerne que le rapport à soi-même. L'indépendance concerne le rapport aux autres. La souveraineté, elle est entière ou elle n'est pas. L'indépendance, on choisit le curseur, on choisit le degré d'indépendance. Personne n'est jamais totalement indépendant. Et c'est un choix que de choisir de l'être un peu plus, un peu moins, sur tel ou tel sujet, plus ou moins. Donc, je crois que nous avons cédé beaucoup de moyens d'exercer la souveraineté dans des conditions normales. Mais nous n'avons pas cédé notre souveraineté. Qu'est-ce qui nous empêche de dire non? Qu'est-ce qui nous empêche de refuser une jurisprudence de la Cour de justice? Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas appliquer une norme européenne? Ça aura des conséquences. Voilà, c'est pas forcément une bonne idée que de le faire ainsi, mais après tout, personne ne va pas nous envoyer, on va même pas nous envoyer des parachutistes européens pour nous obliger. Donc, vous voyez bien, c'est pas seulement un problème de souveraineté, là, non, c'est aussi le problème de la responsabilité politique. Parce que le système actuel tue la responsabilité politique. Donc, il tue la démocratie. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Il y a un domaine dans lequel clairement on ne dit pas non. Dans la partie économique que vous connaissez bien, on a reçu sur cette chaîne Christian Arbulot, Ali Laïdi, pour parler de guerre économique. On voit que notre perte d'indépendance est très forte dans ce domaine économique, et en grande partie au profit des États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une relation de soumission avec les États-Unis? Alors, il y a deux choses. Il y a l'effet il y a la situation objective, hein, qui est que l'interdépendance économique, elle a toujours existé. Je ne suis même pas absolument convaincu qu'elle ait beaucoup augmenté au cours du dernier siècle. On a toujours eu de l'interdépendance. Quand les Espagnols, au XVIe siècle, importaient trop d'or de leur colonie, c'est de l'inflation en Espagne et dans toute l'Europe. Voilà, donc il y a une interdépendance. On produit, plus aucun pays ne produit tout ce dont il a besoin. Donc l'interdépendance, elle est un fait. Tout dépend après comment on la gère et comment on préserve une part d'indépendance qui nous paraît nécessaire. La vérité, c'est que cette question de l'indépendance, elle a été complètement abandonnée par la politique, et pas seulement par la politique, mais par tous ceux qui contribuent en fait de façon décisive à la vie de la nation. C'était une question qu'on ne pouvait pas poser. C'est pas la même chose de dire il existe un degré d'interdépendance qui de toute façon s'impose à nous, et dans cette interdépendance-là, nous avons choisi de préserver un certain degré d'indépendance sur un certain nombre de sujets. Et cette problématique-là, elle était
interdite. Vous étiez renvoyé à la case nationaliste, autarcique, enfin voilà. Alors que la question, par exemple, de la protection ou du protectionnisme, qui est une question qui traverse toute l'histoire. Et ce qui nous est arrivé, alors au-delà de la guerre économique, qui est à mon avis, c'est un autre sujet, parce que la guerre économique, c'est une sorte de vraie guerre, même si c'est pas si le mot est un peu excessif, parce que dans la guerre, c'est la vraie guerre, c'est deux hommes face à face, quand même, qui se disent chacun. Disons la confrontation économique. C'est lui ou moi. Ou deux peuples, c'est lui ou moi. La guerre économique, c'est lorsque les Américains décident que toute personne dans le monde utilisant le dollar sont soumises au droit américain. Alors ça, c'est la guerre économique. En face, ils ont des adversaires qui ne protestent pas. Ils continuent, mais c'est même pas ce qui s'est passé, n'est même pas de la soumission. C'est l'abandon pendant très longtemps de toute revendication et de toute problématique d'indépendance. Voilà, et le grand basculement a été celui de la mondialisation, qui s'est opéré sans aucune précaution, sans aucune protection. Il était pourtant évident, quand on y réfléchissait, que mettre en concurrence directe, sans aucune protection, des systèmes économiques, sociaux, culturels, totalement différents, arriver à des niveaux de développement très différents, ne pouvait que déstabiliser profondément les sociétés les plus développées. Bon. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, parce qu'entre la théorie économique, celle des avantages comparés, théorie du commerce international, et puis la réalité des sociétés humaines, il y a évidemment quelque chose une complexité beaucoup plus grande qui est introduite par la vie même. Et on a fait comme si toutes les problématiques compliquées des sociétés humaines n'existaient pas. Le vrai problème, au-delà des pratiques que les Américains, la loi du plus fort, hein, qui est aussi une loi d'humanité, au-delà de ça, il y a tout cet environnement idéologique qui est toujours là et qui fait toujours des dégâts. Ce que nous voyons aux États-Unis, ce que nous voyons dans nos sociétés occidentales, ces fractures considérables, elles sont le résultat de la façon dont on a fait la mondialisation, dont on l'a fabriquée. Et là, vous parlez de la mondialisation, mais il y a un autre exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans la reconstruction, même dans les quelques décennies des Trente Glorieuses, la France s'est construite tout un tas de fleurons économiques, des entreprises qui étaient même des références mondiales et qu'on a vraiment torpillées depuis 20 à 30 ans. Comment est-ce que vous jugez la politique, peut-être d'abord de privatisation qui a eu lieu, puis ensuite de non-protection des entreprises qu'on a créées? Mais on a tout eu, hein. On a eu la vague de nationalisation, on a eu la vague de privatisation en retour. Enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le balancier. Ce qui me frappe, c'est pas tant on nationalise, on privatise. C'est que là encore, l'idéologie dominante n'a laissé aucune place au débat, qui ne peut être qu'un débat qu'au cas par cas. D'abord, il fallait tout nationaliser, puis les mêmes d'ailleurs qui ont tout nationalisé se sont après embarqués dans le bateau des privatisations. C'est le fruit de beaucoup de choses. Vous savez, vous nommez un dirigeant socialiste à la tête d'une entreprise publique que vous venez de nationaliser, c'est une entreprise que vous venez de nationaliser. Au fond, il n'a plus qu'un objectif, c'est que son entreprise se soit privatisée avec lui à la tête. Et si c'est un dirigeant de droite, c'est pareil. Parce que son statut va complètement changer. D'abord, il va faire fortune. Il ne sera plus à la merci du pouvoir politique. Il sera plus, voilà, tout ça est, encore une fois, très humain. Tout ça fait partie de la complexité de l'humanité et de la société. La question est de savoir ce que la politique dit dans cette histoire.
Voilà, on peut multiplier les exemples de gâchis. Alors, on parlait d'EDF tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Auquel on pourrait réfléchir et auquel la pandémie aurait pu nous faire réfléchir. Nous avions... il y avait une très grande entreprise française qui s'appelait Elf, qui avait créé une entreprise de pharmacie, qui est devenue, à un moment donné, même la première entreprise pharmaceutique du monde. Bon, on n'a rien trouvé de mieux que de la privatiser, mais elle marchait très bien. Enfin, c'est pas parce que la propriété publique l'avait empêché de fonctionner. Et puis après, on s'étonne que maintenant, elle ne marche pas très bien. Maintenant, elle n'a pas été capable de faire un vaccin pendant la pandémie. Les équipes de direction sont plus françaises. Enfin, voilà, on a perdu un fleuron. Mais la politique industrielle a été taboue pendant des décennies. Ça appartenait au vieux monde. Il fallait plus faire ça. On ne sait pas pourquoi il fallait plus faire ça, mais et tout ça nous renvoie à un autre débat qui est sous-jacent, c'est celui du rôle de l'État dans l'économie et dans la société. C'est-à-dire que, comme tout le monde a passé son temps à taper sur l'État, comme tout le monde a considéré que le seul fait que l'État se mêle de quelque chose était un scandale pour l'intelligence et pour l'efficacité économique, pour la rationalité économique, et maintenant on se rend compte que là encore on est allé beaucoup trop loin. Alors il ne faut pas que l'État s'occupe de tout, mais si on décide qu'il doit sortir de tout et de s'occuper de rien, ça ne marche pas non plus. C'est toujours pareil. Le collectivisme ne fonctionne pas et l'absence totale d'État dans l'économie ne fonctionne pas non plus. Et ce que nous enseigne l'histoire, c'est qu'il faut trouver un curseur entre les deux. Les deux autres solutions ne fonctionnent pas. Le libéralisme absolu, le collectivisme absolu, ça ne marche pas. Alors le collectivisme, on a essayé, on a vu le résultat. Et le libéralisme absolu, en fait, personne n'a jamais essayé. Hein. Mais personne n'a jamais essayé parce que plus on avance dans cette direction, plus on voit que ça ne peut pas marcher. Enfin, Puisque vous parlez de politique, qu'on parlait tout à l'heure de souveraineté, est-ce qu'il peut y avoir une démocratie sans souveraineté ? Alors, encore une fois, d'abord, il ne peut pas y avoir de politique sans souveraineté, à part sa souveraineté personnelle. Aucun régime politique ne peut exister, quelles que soient ses caractéristiques, ne peut exister sans la souveraineté du peuple. Voilà, c'est même les dictatures. C'est-à-dire que quand le peuple ne veut pas, il ne veut pas et le régime s'effondre. Voilà, c'est la légitimité, que ce soit d'une monarchie de droit divin ou que ce soit dans une démocratie contemporaine, de toute façon, il n'y a pas de pouvoir politique possible qui ne s'appuie qui ne tire sa légitimité ultime de la souveraineté du peuple, au sens où je l'entendais tout à l'heure. C'est un peuple qui a une conscience de peuple et qui décide ou non d'exercer son droit de refus. Voilà. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas la perte de la légitimité qui est un problème, de la souveraineté, pardon. C'est la perte de légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que tout pouvoir, toute institution, tout droit ne peut pas se maintenir simplement par la force. Il a besoin d'une légitimité. La légitimité, ça se décrète pas. C'est pas quelque chose qui vous est que vous pouvez imposer aux autres. C'est la légitimité. C'est quelque chose qui vous est reconnu par ceux sur lesquels s'exerce votre autorité. Bon. Et aujourd'hui, on a une crise de légitimité. Prenons le droit, qui est aujourd'hui une question centrale pour la démocratie. Dans une démocratie, l'une des sources principales de la légitimité, c'est précisément la démocratie, c'est-à-dire la loi de la majorité, les élections libres, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de se grouper en partis politiques, plus l'état de droit qui doit être non pas comme on le fait aujourd'hui, comme une religion, mais comme le fait que les règles sont connues à l'avance. C'est-à-dire, je sais à l'avance ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce que je risque si je transgresse la ligne. Et si on reste sur la légitimité démocratique, le
un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes en train de passer d'un système où l'on faisait le droit par la démocratie à un système où on fait la démocratie par le droit. C'est-à-dire que le droit est en train de devenir quelque chose qui s'auto-légitime. Puisque c'est le droit, ça s'impose à tout le monde. Qui fait le droit est une question qui n'est plus posée. Enfin, commence à être posée et débattue, mais qui ne l'a pas été pendant longtemps et qui continue à faire problème. C'est toujours problématique de la poser. C'est le droit. Et qui a fait le droit ? Alors on peut dire, c'est le législateur. Oui, enfin, c'est le législateur, sauf que le juge peut écarter la loi du législateur au profit d'autres textes, au profit de jurisprudence d'autres juridictions. Et ces juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, interprètent les règles posées par le législateur. Un exemple qui m'est cher, là, en 1964, la Cour de justice de l'Union européenne, pas de l'Union, enfin à l'époque des communautés européennes, déclare que le droit européen est supérieur au droit national, y compris d'ailleurs y compris aux constitutions. Nous vivons depuis 1964 sur cette supériorité du droit européen qui a été affirmée, créée par la Cour de justice sans qu'elle ne soit écrite dans aucun traité. Nulle part. Jamais on a ratifié un traité où c'était écrit. Ça a été écrit une fois dans la Constitution européenne qui a été rejetée. Ça n'a pas été réintégré dans le traité de Lisbonne. Je veux dire en passant que Lisbonne et la Constitution européenne, c'est quand même pas la même chose. Mais ça n'est nulle part. Et pourtant, c'est devenu un fait acquis. Voilà, et nos juridictions, en fonction de ça, qui ont résisté un certain temps, ils ont résisté pour la Cour de cassation jusqu'en 1975, pour le Conseil d'État jusqu'en 1989, mais maintenant nos juridictions considèrent que ce droit est automatiquement supérieur. Alors, toujours pareil, c'est toujours la même histoire. C'est est-ce que la subjectivité du juge, qui interprète la Constitution pour les uns, les jurisprudences des autres, les textes de loi, est-ce que la subjectivité du juge peut fonder une légitimité ? Question beaucoup plus importante que celle de la souveraineté telle qu'on la pose en général. C'est un bel exemple de la crise de légitimité qu'on vit, hein, cet exemple du kidnapping du droit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un autre critère qui est assez important sur la légitimité, c'est le fait que beaucoup de personnes commencent à penser que finalement, c'est peut-être les marchés et les puissances d'argent qui détiennent le plus de pouvoir, et qui estiment qu'on vit peut-être dans une sorte d'oligarchie libérale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là encore, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas une oligarchie libérale. Enfin, si on entend par oligarchie libérale, l'oligarchie de l'argent, il y a une idéologie. Il ne faut pas croire que tous les responsables politiques sont soumis à des groupes d'intérêts. C'est même en général pas le cas. Voilà. Alors, c'est très difficile de disserter là-dessus parce que c'est au fond très abstrait, mais pour essayer de donner un peu de concret à cette remarque, d'abord je partirais d'une phrase de Keynes qu'il avait probablement empruntée à d'autres, mais qui dit le monde n'est pas tant guidé par les intérêts que par les idées. Et je crois qu'il a profondément raison. Alors, c'est pas satisfaisant pour l'esprit. C'est mieux de se dire il y a des intérêts, je vois bien lesquels, c'est concret. Voilà comment de complot en complot, de manœuvre en manœuvre, de combinaison en combinaison. Ben voilà, les gens arrivent à tirer les ficelles. Et moi, j'ai assisté pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy à tous les G20 qui se sont déroulés à ce moment-là, qui étaient les premiers G20 d'ailleurs, puisque la France a été l'un des artisans de la création des G20 au moment de la crise financière. Et moi, ce qui m'a frappé, et je me souviens d'un en particulier, c'était le G20 de Londres, ce qui m'avait frappé, c'était que ce jour-là, c'était de la discussion, la crise commençait un peu à se faire. La discussion, c'était la réforme du système financier international. Donc, et est arrivée la question notamment des paradis fiscaux sur la table. Et
la dispute a été très forte. Alors, la France, en la personne de son président de la République, soutenait qu'il fallait réglementer fortement les paradis fiscaux, voilà, et que le système ne pouvait pas continuer de cette manière. Et autour de la table, il y avait beaucoup d'opposition, mais des oppositions étaient radicales. Hein. C'était une vraie dispute. En réalité, on aurait pu dire, vu de très loin, que ils étaient tous soumis au lobby financier. Et en fait, je ne crois pas du tout. Ces gens, ils étaient, pour la plupart, soumis à aucun intérêt, aucun lobby. Simplement, ces gens ont été formés, sélectionnés, promus, et sont arrivés là où ils étaient arrivés avec ces idées-là. C'est dans leur univers mental, dont l'existence avait conditionné, enfin, leur ascension. Ça n'était pas possible d'accepter cette idée. Voilà. Donc, ils pouvaient accepter certaines transgressions au moment où la crise était au pied du mur de la crise. Quand tout va s'effondrer, brusquement, il arrive que vous cédiez même sur ce qui vous est le plus cher ou ce à quoi vous tenez le plus. Bon. Et dès que ça se calme un peu, revient le naturel. Hein. Le naturel, c'est ça. Le naturel, c'est que ils sont attachés aux idées qui les ont amenés, qui leur ont permis d'arriver là. C'est ça la vérité. Et après, ça a donné un compromis boiteux. On a fait une liste des paradis fiscaux. Mais la France a obtenu un peu, mais pas ce qu'elle voulait. Mais regarde, ces gens n'étaient pas dans les mains des groupes financiers. C'est pas vrai. C'est pas ça qui les motivait. Quand on vous écoute, on sent que l'histoire a une place très importante pour vous. Elle est nécessaire à comprendre et faire progresser l'humanité, à ne pas reproduire les erreurs. Que pensez-vous de notre rapport à l'histoire ? Le rapport à l'histoire de la période, dans la période que nous vivons, est un rapport qui est complètement faux. Enfin, qui a été détruit, dénaturé, faussé. C'est une des catastrophes intellectuelles qui nous a, parmi celles qui nous ont amenés là où nous en sommes, c'est l'excès d'utilitarisme. Non pas qu'il n'y ait rien à tirer de l'utilitarisme, mais l'excès d'utilitarisme, tout doit être utilitaire. L'histoire, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. D'ailleurs, tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. Or, ce qui ne se voit pas existe. Et l'histoire, elle nous apprend quelque chose, mais qui ne se marchande pas, qui ne se vend pas, mais qui est absolument essentiel. On dit souvent, l'histoire ne se répète pas. Non, elle ne se répète pas. Mais nous répétons. Et l'histoire nous apprend, à travers la répétition de nos actes et de nos pensées, elle nous apprend ce que nous sommes. Et comme on a considéré que c'était au mieux un ornement de l'esprit, bien pour les dîners en ville, pour les discussions savantes, mais que ça ne sert à rien. Voilà. On se demande d'ailleurs par quel miracle il existe encore des universités ou des grandes écoles qui enseignent l'histoire, la littérature. Pareil pour la littérature, on peut le voir comme un ornement d'esprit. La littérature nous parle aussi de la nature humaine. Elle nous parle de ce que nous sommes. Et cet apprentissage de ce que nous sommes, il est absolument essentiel, parce que quand nous oublions ce que nous sommes, nous courons à la catastrophe. Vous voyez, moi, une de mes obsessions, c'est que nous sommes des êtres remplis de violence, et que tout l'effort de la civilisation, c'est maintenir, d'endiguer cette violence, tout l'effort de la culture, tout l'effort de... Voilà, donc, l'histoire nous montre ce que nous sommes au regard de la violence. Voilà, c'est notre rapport à la violence. Et quand on n'apprend plus ça, quand on ne pense plus à ça, les murailles, les digues, elles s'affaiblissent, on ne les entretient plus, elles s'affaissent, et cette violence, elle sort. Voilà, elle sort et elle dévore tout sur son passage. Alors après, l'humanité s'en sort, on a
après gorgé de violence, saturé de violence, on finit par être moins violent, puis ça revient. Voilà, ben on est dans une période où ça revient. Voilà, c'est parce que voilà, parce que nous vivons une époque où nous pensons, alors nous collectivement, hein, sans doute ni vous ni moi, mais que nous sommes notre propre commencement. Et nous ne sommes pas notre propre commencement. Tout ça, ça ne se voit pas, mais nous ne commençons pas, nous ne sommes pas notre commencement le jour de notre naissance, ça n'est pas vrai. Voilà. Ça se voit pas, mais c'est comme ça, c'est une réalité anthropologique très, très profonde. En parlant de violence, on a eu un exemple très fort hein, qui nous est revenu, hein, c'est la guerre en 2022 d'Ukraine. Vous avez été une des premières personnalités qui ont alerté sur la dangerosité de ce qui se passe, de l'inconséquence avec laquelle on traitait ce conflit. Euh, Avant toute chose, est-ce que vous avez été surpris de l'attaque russe en 2022? Oui, j'ai été surpris de l'attaque russe en 2022. J'ai été surpris parce que cette opération me paraissait, avant qu'elle se produise, être un mauvais calcul. Sinon une folie, du moins quelque chose de fond de tellement risqué et probablement voué à l'échec que je n'imaginais pas que cette décision puisse être prise. Voilà, je pensais à la fin que forme de rationalité empêcherait cette décision d'être prise. Bon, je me suis trompé comme beaucoup de gens. Alors, j'ai jamais déclaré, ça n'arrivera pas. On m'a posé souvent la question, je me dis, je suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais mon sentiment, c'était quand même plutôt que ça ne se passerait pas, comme ça. Et c'était effectivement telle que cette opération a été montée, c'est quand même une opération très irrationnelle. Alors je ne sais pas, on saura peut-être un jour si les informations qui lui ont été données étaient fausses, si tout ça a été un piège ou pas, j'en sais rien, mais enfin, pour attaquer un pays de 40 millions, plus de 40 millions d'habitants avec, je ne sais plus, il devait y avoir 200 000 soldats, voilà, c'était quand même, ça supposait quand même qu'on s'attende à être attendu à bras ouverts, au moins par une partie de la population, voire de l'armée. Bon. Voilà, donc oui, ça m'a surpris. Maintenant, je pense que le problème de savoir si c'était rationnel ou pas, le problème de savoir qui a commencé, tout ça n'est pas le problème auquel nous sommes confrontés. Pas le problème auquel nous sommes confrontés. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est jusqu'où voulons-nous aller dans cette guerre. Est-ce que nous voulons faire la guerre à la Russie? Est-ce que nous ne voulons pas? Est-ce que nous devons analyser tous les événements à l'aune du bien et du mal? Est-ce que nous devons continuer comme ça? Je suis le bien, celui d'en face est le mal. Celui d'en face pensant exactement la même chose. Hein. Si je suis le bien, je n'ai pas de limite. Lui non plus d'ailleurs. Pas de limite, je suis le bien. Le bien n'a pas de limite. Le bien, il ne discute pas, ça ne se négocie pas. Le bien, c'est le bien. Hein. C'est un absolu. C'est le grand danger de tout ça, c'est d'avoir ça. C'est l'enveloppe, c'est le manichéisme qui enveloppe toute cette affaire. On pourrait dire la même chose pour le Moyen-Orient. Hein. Je crois que le manichéisme est une folie. Je crois que nous devons toujours penser qu'au fond, nous ne valons pas beaucoup mieux que les autres. Pas du tout pour donner raison à l'autre, mais simplement pour dire je ne peux pas me revendiquer d'être le camp du bien. Je crois que c'est Lula qui avait dit on fait la guerre, il n'y a jamais qu'un seul coupable, il y a toujours plusieurs. Alors après, évidemment, le vainqueur, quand il écrase complètement l'adversaire, le vainqueur avait raison, il avait raison depuis le début, et l'adversaire est celui qui a commis le crime. Bon. Et ça nous renvoie à la question d'ailleurs on aura deux questions, la question de la violence dont on parlait et de ses mécanismes, et la question de ce qu'est la morale
en politique. Moi, au manichéisme, j'oppose le tragique. Ouais. Alors c'est Kundera qui, quelque part, dit Hitler nous a spolié du tragique. Et c'est une très bonne formule, c'est-à-dire que maintenant, chaque fois que nous partons en guerre, en face, il y a Hitler. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours Hitler. Nasser nationaliste de 1947, c'est Hitler. Voilà, c'est Hitler. Donc si c'est Hitler, il y a Munich, c'est toujours Hitler. Milosevic, c'était Hitler. Saddam Hussein, c'est Hitler. Poutine, c'est Hitler. Bon. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on a le mal absolu en face, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se poser de questions, et on va jusqu'au bout du bout, mais au bout de quoi? Voilà, Alors, quand c'est la Serbie, bon, on va au bout de la Serbie, ça c'est pas très compliqué. Quand on va, il s'agit d'aller au bout de l'Irak, on va au bout de l'Irak, on met les moyens. Au bout de Vietnam, c'était plus compliqué. Et l'Irak, finalement, ça, c'est bon, on a renversé le tyran. Là, quand même, ça a dû coûter, à la vie, dans la durée, plus de 2 millions de morts, des millions de réfugiés. Une partie va se noyer dans la Méditerranée. Daesh. Enfin bref, c'est un désastre absolu. Mais là, nous nous trouvons plus dans un cas où on ne peut pas anéantir l'adversaire. Donc, on s'arrête où? On s'arrête quand? Mais dans ce contexte, est-ce que le fait qu'on ait eu une si longue période de paix, ça n'a pas eu un effet anesthésiant? Est-ce que aussi, ça n'a pas tendance sûrement, à nous faire qu'on ne voit pas le danger? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de déni? En partie, sûrement. Alors, ça n'est pas vrai d'ailleurs que pour ce genre de conflit, pour la guerre, mais c'est vrai aussi pour la violence à l'intérieur de nos sociétés. C'est-à-dire que gorgé de la violence du nazisme, du stalinisme, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, il y a eu besoin d'une forme d'apaisement. Bon, alors on n'a pas manqué de conflits pendant la guerre froide, hein. Mais ce qui est frappant et qu'il faut se dire, c'est que malgré tous ces conflits, on a toujours, pendant la guerre froide, réussi à les circonscrire. C'est-à-dire à circonscrire l'escalade fatale de la violence. La violence, c'est... moi, je suis un lecteur de René Girard. L'escalade, la violence, elle est mimétique. La violence... violence entraîne la violence. La violence est... Si l'engrenage s'emballe, la violence, c'est une montée aux extrêmes. Voilà, si rien ne l'arrête, voilà, la violence se nourrit de la violence, c'est jusqu'aux extrêmes. Donc, et cet engrenage de la violence, pendant toute la guerre froide, il a été circonscrit à chaque fois. Alors, il y a eu des conflits très violents, mais n'ont jamais débouché sur... voilà, ils ont toujours été finalement contrôlés, localisés, mais le monde était ordonné. En réalité, il y avait 2 acteurs rationnels, hein, les Soviétiques d'un côté, les Américains de l'autre, qui ne sont jamais allés au bout de cette violence, qui l'ont arrêté avant. Le meilleur exemple étant celui des fusées de Cuba. Donc il y a eu une conscience de du danger de cet engrenage de la violence, et ça a été circonscrit. Mais il faut bien savoir que l'engrenage de la violence, il nous amène, surtout dans la guerre, à faire des choses que nous ne voulions pas faire. Mais pourquoi alors les hommes font la guerre? Vous pensez que c'est dans la nature humaine? Ah oui, la guerre est dans la nature humaine, parce que la violence est dans la nature humaine. La violence est dans la nature humaine. Donc la question n'est pas de savoir si on peut imaginer un monde sans guerre, ça veut dire un monde sans humanité. Voilà, c'est pas, la violence, l'homme n'en guérit pas, il n'en guérira pas. Voilà, donc, après, il trouve des moyens, il trouve des moyens pour la circonscrire. Alors il y a les moyens dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les digues de la culture, de l'éducation. Bon,
autant que faire se peut, mais enfin, l'Allemagne quand elle a plongé dans le nazisme, était un des pays les plus éduqués, les plus civilisés d'Europe et même du monde. Donc ça n'est pas une... Et on a vu de très grands esprits se rallier au nazisme. Donc c'est pas une garantie absolue, il n'y a pas de garantie absolue. Mais il faut, face à cette violence, faire tout ce que nous pouvons. Tout ce que nous pouvons, encore une fois, c'est l'école, l'éducation, les institutions, le droit, etc. Mais pour ça, il faut que le droit il soit légitime, il faut que l'école elle tienne debout, il faut un imaginaire collectif, alors on arrive à canaliser quand tout ça fonctionne à peu près, que la société est en ordre, et qu'on a bien consolidé toutes ces digues, on arrive à peu près à gérer la violence interne à une société. La violence entre les peuples, c'est plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais raison de plus pour quand elle apparaît, se poser la question de savoir comment on arrête la montée aux extrêmes avant de ne plus pouvoir la maîtriser. Mais pour arrêter cette montée, en tout cas si on ne veut pas la guerre, normalement il y a une seule chose, c'est la diplomatie. Qu'est-ce que vous pensez Alors moi j'appelle ça la diplomatie ou la politique, comme vous voulez. Oui, si vous voulez, mais qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie française et européenne dans ce Alors dans le conflit de tout temps, il se gère de la façon suivante. Il y a d'abord le droit. Bon, si tout le monde est d'accord pour appliquer le droit, ça marche. Hein. C'est-à-dire si on le trouve légitime, alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de droit international, où l'enracinement anthropologique et culturel est quand même moins fort et historique, ce droit est plus faible, et qu'en plus le droit international que nous proposons aujourd'hui à l'ensemble du monde, ou que nous voulons imposer à l'ensemble du monde, c'est quand même le nôtre. C'est nous qui l'avons fabriqué, et non seulement nous l'avons fabriqué, et les autres n'ont pas vraiment participé à la fabrication de ce droit, mais en plus nous l'appliquons quand ça nous arrange, enfin nous le respectons quand ça nous arrange. Je crois que c'est le fameux 2 poids 2 mesures, hein, mais qui est un vrai sujet. Le droit international au Kosovo, le droit international en Irak. Voilà, enfin, les exemples, ils sont nombreux, et le reste du monde ne les a pas oubliés. Voilà. Et donc, il faut pas s'étonner que le reste du monde cherche à échapper à ce droit international, surtout à ceux qui veulent l'autorité, au pouvoir de ceux qui veulent le faire respecter. C'est-à-dire que dans cet univers-là, une fois que quand vous êtes dans le reste du monde, et une fois que vous avez compris que si vous n'êtes pas d'accord pour faire ce que les gardiens du droit international, qui le respectent quand ça les arrange, veulent que vous fassiez, ils utiliseront la force. Et donc, pour se garantir de ça, la prolifération nucléaire est un moyen. Comment vous pensez que cette guerre va se terminer? Parce qu'au niveau diplomatique, on ne sent pas des efforts démesurés de l'Occident pour négocier. On a entendu un président de la République française expliquer qu'il fallait peut-être envoyer des hommes, en tout cas s'y tenir prêt, en tout cas qu'il y avait déjà a priori le billet pour Odessa. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être une guerre en escalade encore plus forte? Comment vous voyez les choses? Ah, mais si on continue sur cette façon, l'escalade, elle continuera. Voilà. C'est jusqu'à un moment où ça sera irrattrapable. Et en plus, on n'est jamais à la merci, on n'est jamais à l'abri d'un accident, ou bien les opinions se lasseront, et ce sera Munich à l'envers. Enfin, c'est-à-dire que on laissera tomber les Ukrainiens du jour au lendemain, après avoir fait la guerre par procuration pendant longtemps et avoir fait tuer des centaines de milliers de gens. Bon, voilà, mais la guerre, ça finit soit par la négociation. Encore une fois, on commence par le droit, après il y a la politique, diplomatie, c'est-à-dire qu'on marchande, on cherche une solution qui n'est pas forcément une solution idéale, hein, mais on se salit les mains dans le marchandage de la négociation. Et puis quand ça marche pas, il reste la guerre. Voilà, donc là, c'est l'étape droit international. On dit le droit international, ça marche pas parce que ce droit n'a pas de consistance, parce que toutes les parties ne sont pas d'accord, ne lui reconnaissent pas une légitimité. Voilà, maintenant, après, la diplomatie, mais il ne peut pas y avoir de diplomatie si vous êtes dans le combat du bien contre le mal.
Et quand vous regardez, vous écoutez, moi j'ai très frappé par les arguments sur les plateaux, et quand je participe à des discussions, je finis par me rendre compte que tous les arguments, au fond, oui, mais après, la Russie, elle va aller jusqu'à Berlin, en fait, ce sont des arguments... Elle a du mal à aller jusqu'à Kharkov quand même, donc... Oui, non, mais voilà, déjà, il y a un principe de réalité, mais ils disent, alors ils se rattrapent en disant, mais dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans... Mais en fait, ce sont des arguments, sont des argucibles, parce que le seul argument qui sous-tend réellement toutes ces positions, c'est l'argument du bien et du mal. Oui, mais quand même, il y a un agresseur. Oui, mais quand même, il y a un méchant. Oui, il y a des méchants, mais il y en a beaucoup dans le monde, des méchants. Hein. Bon. Et donc, voilà. Donc, de toute façon, négocier, mais on ne va pas négocier avec l'agresseur, on ne va pas négocier avec le méchant, on ne va pas négocier avec le mal. Le bien ne négocie pas avec le mal. Et en fait, on en revient toujours à ça. Toujours. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors, il y a quand même quelques doutes dans la tête des responsables politiques, hein, mais de temps en temps, le doute s'affaiblit. C'est l'histoire des troupes qu'on pourrait envoyer qu'on pourrait envoyer là-bas. Et si vous voulez, vous dire, ben oui, mais la négociation, mais négocier quoi? Ben, ça, vous savez pas ce qui va sortir d'une négociation tant que vous l'entamez pas. Hein, quand vous l'entamez, vous ne savez pas comment elle va se conclure, mais vous acceptez l'idée qu'elle ne se conclut pas d'une façon qui va forcément vous ravir, mais vous allez essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même une sortie. Et la sortie d'une guerre, c'est soit j'anéantis l'adversaire, soit je négocie. Là, on ne peut pas anéantir l'adversaire. Voilà. Et d'ailleurs, si par hasard on y arrivait, parce qu'il se disloque sous la pression, sous les défaites, ce serait une catastrophe pour nous, et sans doute pour le monde. Encore pire, parce que, imaginez, c'est 5000 têtes nucléaires qui vont se balader dans le monde entier, un facteur, le plus grand pays du monde qui éclate, c'est une déstabilisation de la totalité de l'Eurasie, et pour combien de décennies, et avec quelle forme de violence qui prendra le pouvoir. Il faut se rappeler quand même de l'angoisse qui a gagné les chancelleries occidentales quand les troupes de Prigojine se dirigeaient vers Moscou. Puisqu'on parle de diplomatie, qu'est-ce que vous avez pensé de la politique de sanctions qui ont été prises contre la Russie? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça ne marche jamais, pratiquement jamais, les sanctions. Et on ne peut pas s'empêcher d'en faire pour montrer qu'on fait quelque chose. Alors, je passe sur les discours totalement absurdes sur on va mettre la Russie à genoux, on va détruire l'économie russe. Mais comment on peut... Enfin, la réflexion économique peut-elle être ramenée à un niveau aussi bas? Comme si, par exemple, en privant les Russes de monnaie de réserve internationale, de recettes d'exportation, on allait mettre la Russie à genoux. Mais la Russie, elle a des ressources, elle a une immense ressources de matières premières. Elle a donc une monnaie internationale qui s'appelle les matières premières, avec lesquelles elle peut faire des accords de troc avec n'importe qui a besoin de ces matières premières. Donc elle va pas mourir parce que elle a plus de devises internationales. L'économie va pas s'effondrer parce qu'il y a plus de. D'ailleurs, on a fait ça pendant des décennies pendant la guerre froide. Toutes les monnaies, tous les pays du bloc soviétique, du bloc communiste, qui n'avaient pas de monnaie convertible, ils faisaient quand même du commerce international. Ils faisaient des accords de troc, souvent très sophistiqués. Donc tout ça est absurde. Les gens vous disent mais le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Vous dites, ah oui, d'accord, mais si vous convertissez en parité de pouvoir d'achat, c'est le PIB de l'Allemagne, c'est déjà plus pareil. Et si vous tenez compte de la structure de l'économie, si c'était une économie, si c'était une grande place financière, le cœur de l'économie russe, oui, les sanctions qu'on a prises, elles auraient en effet important sur mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, compte tenu de ce qu'est la structure de l'économie russe, ils ont tous les moyens de continuer à. Je ne dis pas que ça facilite la vie, mais enfin, il y a on a les génies économiques qu'on. Non, mais c'est ça. Mais quand vous dites que tout est absurde dans cette guerre, moi
Est-ce que le plus absurde, c'est que finalement, on ne se retrouve pas attiré de plus en plus dans un conflit qui va à l'encontre de nos intérêts? Si, bien sûr. Mais, Les intérêts de l'Europe, pourquoi c'est certain. si on ne fait pas la guerre pour nos intérêts, pourquoi on la fait? Le bien et le mal. Alors, par intérêts nationaux, il ne faut pas entendre simplement l'intérêt matériel. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'autres intérêts. Pour renvoyer à notre réflexion de tout à l'heure. Mais c'est pareil, les idées, c'est plus important que les intérêts. Et C'est assez nouveau, ça, comme... Keynes, c'est pas nouveau. Non, d'accord. Non, mais cette application des idées dans la diplomatie internationale. Voilà. Mais c'était le cas dans l'entre-deux-guerres. Hein. Voilà, à Locarno, on décide que les frontières sont intangibles. On a décidé un peu avant que la guerre était hors la loi. C'était pas bien, plus jamais ça. Tout réglé par le droit. Bon, on a vu le résultat. D'abord, nous avons des dirigeants. Je parle de l'Occident. Qui sont en réalité des dirigeants très faibles sur le plan intellectuel. Ils ont fait des études, la plupart, mais sur le plan psychologique, c'est terrible de voir ça. Les dirigeants, même jusqu'à une époque récente, étaient des gens qui avaient une colonne vertébrale. C'est-à-dire, prenez Chirac dans la guerre, dans l'histoire de l'Irak. Chirac, quand il dit on ne va pas en Irak, il se fait agonir d'injures. Les pressions, des groupes de pression et des intérêts sont considérables. C'est incompréhensible. Hein. Évidemment, le viticulteur qui exporte son vin en Amérique, il n'est pas content parce qu'il ne va plus pouvoir l'exporter. Bon, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. La pression, elle est énorme. Et une fois qu'il a eu pris cette décision, ça ne l'a pas fait céder. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui guettent l'approbation de leur action dans le regard des autres, dans le regard de leur père, dans le regard de ceux qui les entourent. Est-ce que les dirigeants faibles à ce niveau-là, c'est pas les plus dangereux? Est-ce que c'est pas eux qui peuvent nous entraîner dans des conflits justement pour pas perdre la face? Parce que finalement, accepter de perdre une guerre, dire bon, ok, on va pas y arriver, faut être courageux pour faire ça. Oui, faut être courageux ou sage. Mais regardez comment on juge. C'est toujours pareil. On juge. C'est le bien et le mal. Donc, Obama, il n'a pas renversé le régime de Assad. C'est un lâche. Vous entendez sur les plateaux quand on revient, c'est un lâche. Obama n'est pas un lâche. Je veux dire, c'est la même chose que de dire, à Munich, ils ont accepté de signer. Ce sont des lâches. Donc, mais Daladier n'était pas un lâche. C'est pas un personnage lâche. Qu'est-ce qu'il pouvait faire à Munich? Je veux dire, c'était perdu avant. C'était et puis on a vu ça. Et puis Chamberlain n'était pas lâche, puisqu'un an après, il a déclaré la guerre, et puis on a fait la Non, peur, mais il n'était pas lâche non plus. Il avait peur. Enfin, les Anglais, ils avaient plus peur des bolcheviks que des nazis. Bon, voilà, c'est pas une lâcheté. C'est un calcul que je trouve fou, mais c'est. Bon, les Russes. Tout à l'heure, excusez-moi, mais vous me parlez du bien et le mal en disant, voilà, tant pis. Non, pour une fois, on risque de faire la guerre, mais c'est pas pour nos intérêts, c'est pour le bien et le mal. Mais en même temps, comme dirait l'autre, il y a un conflit au Moyen-Orient où le monde a l'air de se demander quelles sont les vraies valeurs de l'Occident. Vu ce qui se passe actuellement à Gaza, quel est votre regard sur la situation ? Qu'est-ce que vous pensez de la riposte israélienne? Alors moi, le 7 octobre, c'est une abomination délibérée de la part du Hamas. C'est délibéré pourquoi, au fond? Pour provoquer la vengeance. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et c'est ce qui s'est passé. Bon. Mais le conflit du Moyen-Orient, laissons le Hamas de côté, le conflit l'israélo-palestinien, c'est une tragédie au sens propre, c'est-à-dire un conflit, une contradiction insoluble. C'est deux légitimités qui s'opposent. Et alors on peut choisir son camp, mais ça ne change rien dans la tête de ceux qui se battent. Et moi, je ne sais pas choisir entre le chagrin de la mère de l'enfant palestinien tué et la mère de l'enfant israélien tué.
Et je me refuse à faire ce choix. Voilà. Donc, quand on est l'État d'Israël, quand on est cette position avancée de la civilisation occidentale, quand on est le peuple, quand on est l'État issu du peuple qui a vécu des 2000 ans de persécution et qui finissent par la solution finale, eh ben on s'empêche. On s'empêche de faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, vous pouvez pas vous exonérer des morts que vous faites quand vous jetez, vous bombardez tous les jours des populations qui sont des populations civiles avec une densité de population comme ça. Voilà, mais ça, c'est l'engrenage de la violence, c'est l'engrenage de la vengeance. Voilà, et je pense que si l'Occident a un rôle à jouer, c'est pas donner raison à l'un ou à l'autre. Hein. Ça ne change rien, mais puisque chacun est persuadé d'avoir raison. Encore une fois, je laisse le Hamas de côté, qui a comme objectif depuis toujours d'exterminer en tout cas d'expulser, si possible, mais même s'il le faut, d'exterminer tous les Juifs de Palestine. Donc, mais au-delà du Hamas, il y a encore une fois un conflit de légitimité qui est terrible et qui est un conflit tragique, insoluble. Donc, il n'y a pas d'autre solution que la solution des deux États, même si on ne sait pas comment on va y arriver. Mais il n'y en a pas d'autre. Toute autre solution, c'est soit le massacre, soit l'épuration ethnique, voilà, qui sera insupportable à une bonne partie de la planète. Et personne ne peut vivre indéfiniment, aucun État ne peut vivre dans un océan de haine non plus. Enfin, voilà, donc c'est pareil. Il y a un moment où il faudra bien, de toute façon, arriver à une solution. Elle ne sera pas forcément très, très glorieuse, mais voilà. On vient de parler de deux conflits, l'Ukraine, Gaza, qui en plus sont traités très différemment par l'Occident, avec un vrai deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est ce que reproche une partie du reste du monde. Bien sûr, mais est-ce que ça n'illustre pas le fait encore que l'Occident est en train de bouger. Hein. Est-ce que ça ne montre pas que l'Occident est finalement dans une crise profonde? Mais si, l'Occident est dans une crise profonde, mais la crise, elle est multiple. L'Occident, d'abord, il est dans une crise parce qu'il revient au tragique. Hein. En 1991, l'Occident s'est dit qu'on était arrivé à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la fin du tragique de l'histoire. Hein. Tout le monde aspirait à ressembler à l'Occident, à être l'Occident, à la démocratie occidentale, aux valeurs occidentales. Bon, voilà. Donc l'histoire était finie. Elle n'était pas. Hein, elle n'était pas. Et donc, l'Occident s'est posé en comment dire, en gendarme d'un monde qu'il aspirait à voir devenir unipolaire. Voilà. Puisque tout le monde était d'accord, il y avait... Or, le monde qui est sorti de la guerre froide est un monde multipolaire. Il y a une revendication de multipolarité dans le monde. L'occidentalisation du monde, ça a duré 5 siècles, c'est fini. Voilà, c'est fini. Oui, ce monde est plus instable. Oui, ce monde est plus dangereux. Mais la pire façon de l'aborder, c'est de nier sa réalité. Voilà. Donc, au lieu d'essayer de contribuer à organiser ce monde, et là encore, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas de pureté en ce monde. Il n'y a pas de vérité avec une majuscule. Il n'y a pas de justice avec un grand J. Il y a le ciel des idées auquel on aspire, et puis il y a l'ici-bas, avec l'imperfection du monde, l'imperfection des hommes, l'impureté de ce monde et l'impureté des hommes. Et avoir nié cette aspiration, ce retour mondial, planétaire, des refoulés de l'histoire, des civilisations, des vieux empires, voilà, ne pouvait et ne peut continuer qu'à creuser un fossé entre l'Occident et le reste du monde. C'est selon un vieux principe en plus diplomatique, c'est
l'ennemi de mes ennemis est mon ami. Donc, même si ces gens ne s'entendent pas entre eux, même si leurs intérêts ne sont pas toujours convergents, compte tenu de ce qu'est encore la puissance de l'Occident, tout allié est bon à prendre. Et donc, on va vers une coalition de plus en plus renforcée entre tous ceux, de tous ceux qui aspirent à une place dans l'ordre mondial et qui veulent faire reculer l'Occident. Voilà, c'est pas... Donc ça, c'est la première cause de... c'est la première cause de crise aussi de l'Occident, parce que l'Occident, alors l'Europe c'est encore pire que les États-Unis, l'Europe n'a pas les moyens de vivre sans le reste du monde. Enfin, voilà, elle est la première victime du creusement de ce fossé. Et ça n'est pas terminé, ça va être de pire en pire. Voilà, si l'énergie est très chère en Europe, les entreprises iront aux États-Unis, elles ne resteront pas en Europe. Donc on va payer deux fois, on va payer avec l'inflation, on paie avec la délocalisation. L'Europe a tout à perdre dans tout ça. C'est la partie de l'Occident qui a le plus à perdre dans cette fracture entre l'Occident et le reste du monde. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il y a une crise interne de la civilisation occidentale. Il y a un malaise dans la civilisation occidentale. C'est quand même vivons dans des sociétés où l'autodénigrement, le dénigrement de soi-même est devenu la norme. J'aimerais qu'on parle aussi de l'Union européenne, puisque vous vous êtes opposé à Maastricht en 92. Depuis, l'UE s'est imposée, s'est élargie. Est-ce que ce qui s'est passé depuis lors conforte votre première opinion? C'est un échec? C'est un échec total. C'est-à-dire tout ce qui avait été promis, rien de ce qui avait été promis n'a été tenu. Enfin, vous avez dit la prospérité. Ça a été une des zones de dépression économique les plus marquées du monde. La sécurité, je vous en parle pas. Enfin, la paix, la garantie de la paix. Enfin, voilà, on y est. La liberté, je ne crois pas que personne considère qu'aujourd'hui la liberté a progressé. Enfin, tout ça. Non, c'était. Je ne dis pas que c'était un mensonge. Je pense que beaucoup de gens qui proposaient le grand basculement, c'est Maastricht, mais qui ont promu le projet européen, croyaient sans doute sincèrement à ce qu'ils disaient, mais ça s'est révélé faux. Et tout ça, c'est exactement ce que les adversaires du traité de Maastricht ont dit à ce moment-là. Il y a aussi les adversaires de la Constitution européenne. Vous avez vu, maintenant, il y a des discours où ils disent, genre l'euro, non, c'est vrai que ça ne marche pas bien, mais on ne peut pas arrêter, sinon ce sera encore pire. Alors, dans ce contexte... l'euro, c'est vrai, l'euro, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter à froid, on ne peut pas se dire, maintenant je sors, mais ça, on l'avait dit, il y a des choses qui ne sont pas facilement réversibles. Alors, peut-être que l'euro... C'est une autoroute sans sortie, on vous a dit à l'époque, quand même. Oui. Yves Thibault-Silgui... Si vous voulez, l'euro, il explosera probablement, ou peut-être un jour, parce qu'une crise, des tensions terribles se manifesteront, tellement cette construction était dénuée de fondements économiques. Bon. Mais de là à prendre la responsabilité de sortir, je pense qu'il y a un pas que moi je ne franchirai pas, parce que admettons que la France dise je sors de l'euro. Alors, je ne sais pas comment elle gère elle-même ce passage, mais qui peut me dire aujourd'hui ce que cela provoquerait sur le système financier mondial, puisque la monnaie, en fait, cette monnaie serait détruite, la deuxième monnaie du monde. Je ne sais pas ce que serait l'hyperréaction des marchés. Je veux dire, le risque d'un cataclysme qui ferait souffrir beaucoup de gens, il est considérable. Donc, je ne pense pas raisonnable d'expliquer que demain on va sortir de l'euro, même si je pense que l'euro, c'est moins qu'on puisse dire, ne nous a pas rendu service, mais au contraire nous a coûté très cher. Mais si on quitte la partie euro pour être sur la partie plus politique, parce que maintenant on voit, et d'ailleurs avec ce conflit, qu'il y a des tensions, des projets très forts pour avoir encore un saut fédéral, d'aller encore plus loin, parce qu'on vous dit... C'est toujours la même... C'est toujours la même chose. Ils ont échoué. Bon. Et donc, vous sortez de là, soit en disant, bon, on va faire autrement, soit par la fuite en avant. Mais c'est toujours la même chose. À chaque échec, on vous dit, finalement, on n'en a pas fait assez.
C'est parce qu'on n'en a pas fait assez. Voilà, parce que la logique de cette construction est une logique fédérale, c'est une logique post-nationale, et peut-être même post-démocratique. Voilà, et là encore, c'est une logique qui ne s'appuie pas sur une vision réaliste de ce que sont les sociétés humaines et les hommes. C'est pour faire la nation américaine, il a fallu la guerre civile, le bain de sang de la guerre civile. Je veux dire, ce serait l'équivalent à peu près pour la France aujourd'hui d'1,5 million de morts. Bon, donc, comme toujours, hein, ce qu'il y a de plus fondateur, c'est la violence, c'est le sang, quoi, c'est le sacrifice. Bon. Donc, un peuple, ça ne se décrète pas. Un peuple, c'est-à-dire une population qui a conscience d'être un peuple, qui est prêt, parce qu'elle a conscience d'être un peuple, à accepter de partager à l'intérieur du peuple, éventuellement mourir pour la liberté de ce peuple. Ça se décrète pas, ça se met pas dans un traité, dire j'ai signé, voilà, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Donc on essaie de ceux qui n'ont pas renoncé à cette idée, qui sont engagés dans cet engrenage infernal, ne changeront pas d'idée. Donc il faut toujours aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Voilà, après, la Constitution européenne a échoué. Alors, soit dit en passant, quoi qu'on pense du traité de Lisbonne, c'est pas la Constitution européenne. Ça revient, voilà, ça revient. Il y a le seul moyen de s'en sortir, il est chez nous. C'est pas en imaginant, des gens qui rêvent, il faudrait que les traités soient faits de cette façon, qu'on mette telle disposition dedans. Ça ne se résoudra pas comme ça. Moi, j'ai vécu le traité d'Amsterdam, j'ai vécu le traité simplifié négocié à Bruxelles entre chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, vous le donnez à 27 bureaucraties, plus la bureaucratie européenne, dans laquelle il y a des sous-bureaucraties financières, juridiques, administratives. Enfin bon. Et après, pour se mettre d'accord à 27, pendant des mois, on discute la virgule. Bon, puis après, le monstre, il sort un monstre. Quel que soit le projet d'origine qu'on peut critiquer, mais il sort un monstre. Et vous pouvez même pas dire, mais oui, mais c'est pas ce qu'on avait décidé, parce que le monstre, il a mis tellement, la difficulté d'accouchement du monstre a été telle que vous ne pouvez plus bouger une virgule. Voilà. Chaque fois que vous renégocierez les traités, en disant on va tout refaire, vous échouerez, vous accoucherez d'un nouveau monstre, et on n'en sortira pas. Donc, la seule solution, c'est de revenir aux fondamentaux. Où est la légitimité du droit? La légitimité démocratique, elle est dans les nations européennes, dans les vieilles nations européennes. C'est comme ça. Et donc, il faut trouver une solution, il faut trouver une autre solution. Et donc, moi, je n'en vois qu'une, qui est techniquement simple, mais qui est un combat politique dont je mesure la démesure. Cette solution, elle consiste à corriger l'article 55 de la Constitution, puisque l'article 55 de la Constitution dit « les traités sont supérieurs à la loi ». Évidemment, quand les constituants ont écrit cet article, le droit international auquel il faisait référence, personne n'imaginait qu'il entrerait un jour à ce point dans le droit interne. Les traités de libre-échange, à l'époque, ne traitaient que des contingentements et des droits de douane. Aujourd'hui, ils traitent de toutes les normes. Il y a des traités européens, tout ça n'existait pas. Enfin, le droit dérivé européen, tout ça, c'était embryonnaire. Plus la dérive de nos états de droit. Et pendant, je l'évoquais tout à l'heure, pendant longtemps, nos juridictions suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ont interprété l'article 55 de la manière suivante. C'est la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. Donc, le principe qui s'appliquait, c'était si le traité est postérieur à la loi, c'est le traité qui l'emporte, puisque c'est la dernière expression, il est ratifié par le législateur, donc c'est la dernière expression de la volonté du législateur. Si la loi est postérieure au traité, c'est la loi qui l'emporte.
ce qui préservait la souveraineté absolue de la loi, enfin, au-dessus de la norme, au-dessus de toutes les normes juridiques. La Cour de cassation y a renoncé en 1975 et le Conseil d'État en 1989. Bon, ça n'a pas été le chaos pendant cette période, hein, ça n'a pas empêché l'Europe de vivre. Et depuis, on en est là. Et donc la seule solution, puisqu'on ne peut pas obliger nos juridictions suprêmes à changer leur jurisprudence, la seule solution, c'est d'écrire dans l'article 55 ce qu'était l'état du droit à cette époque, c'est-à-dire que c'est la dernière de la volonté du législateur qui l'emporte, c'est-à-dire si le traité est supérieur, la loi l'emporte quand elle est postérieure au traité, et le traité l'emporte quand il est postérieur à la loi. Ce qui veut dire que quand on ne sera pas d'accord avec quelque chose dans un traité, on fera une loi, elle sera postérieure donc au traité, elle l'emportera. C'est fini, ça ne laisse aucune marge d'interprétation au juge. Parce que je vois fleurir des projets du genre... alors on pourrait déroger quand l'intérêt vital de la France sera en jeu, ou quand l'identité constitutionnelle de la France sera en jeu, mais ça c'est vague, et c'est le juge constitutionnel qui en déciderait. Tandis que la date, ça c'est un fait pour lequel le juge n'a aucune marge de manœuvre. Voilà. Donc, faire ça, c'est changer radicalement la situation, tout l'édifice juridique. Mais pour faire ça, il faut changer la Constitution. Donc, là se pose la question de savoir si vous le faites par l'article 89, qui règle la révision de la Constitution, ou par l'article 11, qui autorise le président de la République, sur proposition du gouvernement, à consulter le peuple, comme l'a fait le général de Gaulle en 62, et d'ailleurs aussi en 69, et que les juristes, surtout tous les juristes constitutionnalistes, viscéralement antigaullistes, et le Conseil constitutionnel aujourd'hui récusent. Ce débat, il a lieu en ce moment, en expliquant qu'on ne peut passer que par l'article 89. Si vous essayez de passer par l'article 89, ça n'arrivera jamais. Donc il faut faire comme de Gaulle en 62, mais c'est un combat politique. Vous allez avoir tous les profs de droit qui vont vous dire mais non, c'est pas constitutionnel. À ce moment-là, l'élection du président de la République, elle est inconstitutionnelle au suffrage universel depuis 65. Ça est absurde, c'est réglé depuis 60 ans cette affaire. Mais il faut un président qui c'est là que vous touchez à l'essence de la politique et du problème que nous avons. Le général de Gaulle, quand il fait l'élection du président de la République au suffrage universel, il a contre lui toute la classe politique traditionnelle. Il a contre lui le Sénat, le présidentiel, il a contre lui l'Assemblée, qui renverse le gouvernement Pompidou. Et le général de Gaulle dissout l'Assemblée, garde Pompidou, vient à la télévision et dit aux Français, voilà la Constitution, voilà, c'est vous qui allez trancher. Il faut être profondément convaincu soi-même que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir gouverner. Tellement convaincu que vous êtes prêt à affronter toutes les oppositions qui se dressent devant vous. Il faut avoir réfléchi aussi à vos arguments, à la logique de tout ça. Il faut être imprégné de ce qu'on veut faire et prêt à partir si ça ne fonctionne pas. Bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Alors, je vais vous raconter une petite histoire que en ce moment, je raconte partout, parce qu'elle est, pour moi, elle exprime la nature profonde de la crise morale que nous vivons. Elle exprime là où il faut aller chercher l'essentiel, en fait. C'est une histoire que raconte René Char, le poète René Char, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, dirigeait un maquis. Il raconte qu'un matin, il était, avec ses maquisards, posté au-dessus d'un village où les Allemands, enfin les SS, venaient arrêter un de leurs camarades qui était caché dans le village. Et les regards de tous mes camarades m'imploraient de donner l'ordre de tirer. De là où on était, on pouvait tuer tous les SS. Et je n'ai pas donné l'ordre.
n'ai pas donné l'ordre parce que nous aurions tué les SS, nous aurions sauvé notre camarade, et les Allemands seraient revenus et auraient massacré le village. Et il rajoute, j'espère que, à propos du maquisard qui va être tué, j'espère qu'au moment de mourir, il saura ce qu'est un village. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'elle est... D'abord, elle exprime ce qu'est le tragique, c'est-à-dire ce déchirement de la conscience. Vous avez le choix entre sauver le camarade et tuer les SS, ou sauver le village. Et ça ne peut être, pour quelqu'un qui a une conscience, qu'un déchirement de la conscience. Voilà, ça c'est le tragique. Ça nous dit ce qu'est la morale de l'action et la morale de la politique, la vraie. La vraie, c'est le cas de conscience et pas la bonne conscience. Parce qu'au fond, si je tue les SS et si je libère mon camarade, je peux me donner bonne conscience en me disant, moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Et si les Allemands reviennent massacrer le village, c'est pas moi. Je suis pas responsable. Ce sont eux les responsables. Ce sont eux les salauds. Ce sont eux les criminels. Pas moi. Donc je n'ai pas de raison d'avoir mauvaise conscience. Vous voyez, ça, c'est exactement les questions auxquelles nous sommes confrontés en ce moment dans beaucoup de domaines, et notamment vis-à-vis des guerres qui se déroulent, et en particulier, je pense à la façon dont on parle de la guerre en Ukraine, mais ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Les adeptes du combat du bien contre le mal, ceux pour qui la morale, c'est la bonne conscience, ils vous disent, c'est exactement ça, ils disent, mais j'ai tué les salauds, j'ai libéré mon camarade, et le massacre, j'y suis prêt. La morale, c'est de penser qu'on a aussi une responsabilité dans le massacre du village, s'il survient. Puisque mon choix, en tout cas, je pense que mon choix entraînera automatiquement le massacre du village. Donc j'ai ma part de responsabilité. C'est pas moi qui vais tuer les villageois, mais c'est moi qui les ai condamnés aussi. Voilà, je pense que si nous n'acceptons pas de réfléchir à ce genre de choses, si nous n'acceptons pas de regarder la question morale sous cet angle-là, sous l'angle éternel de la tragédie, d'opposer la tragédie au manichéisme, le tragique au manichéisme, c'est-à-dire toutes ces situations où il faut trancher entre deux devoirs, quelle que soit la façon dont nous allons trancher, en assumant la responsabilité pleine et entière de tout ce qui va se passer, de tout ce que nous allons enclencher. Nous n'en sortirons pas, c'est-à-dire nous allons au désastre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, ce que j'aimerais juste convaincre les gens, persuader les gens de réfléchir sur cette question, qui est une question d'une profondeur abyssale, mais qui est la question humaine la plus essentielle.